Allez, salut, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube. Donc là je suis sur mon toit. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en train de faire un agrandissement à ma maison, que j'auto-rénove d'ailleurs. Donc un agrandissement de garage de plus de 50 mètres carrés que je réalise 100% tout seul. Donc on passe par mur ossature bois, charpente, couverture, enfin voilà, plein de choses super intéressantes. Et donc aujourd'hui, donc la dernière vidéo, on a monté tous les murs ossature bois, une bonne partie de la charpente. Aujourd'hui, on pose les chevrons, enfin j'en ai déjà posé une bonne partie. Je vais te mettre déjà ce que j'ai pu filmer avant que mon téléphone n'ait plus de batterie. Et puis après, je te reprends après pour la suite. Mais on va déjà finir ces chevrons. Et après, petite surprise, parce que je vais faire les choses un petit peu différemment que tout le monde fait. Normalement, on met de la volige par-dessus les chevrons. Moi, je vais pas en mettre, mais je vais quand même mettre quelque chose. Allez, je te laisse regarder tout ça. Bon allez, je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'installer des portes sur mon toit. Donc c'est vrai que ça fait un peu bricolage comme ça. Attends, je t'explique. En gros, normalement sur des chevrons comme ça, on met de la volige. Donc la volige, c'est juste de la planche qu'on vient clouer sur les chevrons. En fait, on met pas tout le temps de la volige, parfois on met rien du tout. Mais la plupart du temps, on met de la volige et par-dessus une sous-toiture et tuiles, ou ce qui va par-dessus quoi. Et moi j'ai décidé, enfin en fait, j'ai eu l'occasion de récupérer des portes qui sont foutues. Donc des portes qui devaient partir à la poubelle. Voilà, et je les ai récupérés parce qu'ils ont des défauts, donc des défauts d'usinage. Donc ça devait partir à la poubelle, et moi je les ai récupérés parce que j'avais prévu de les mettre sur mon toit, à la place de la volige. Donc en fait je les cloue comme ça là, et ça va super bien. Donc c'est vrai que ça fait un peu bricolage comme ça à première vue, mais en fait c'est assez réfléchi, parce que déjà il y a plusieurs avantages à faire ça. Déjà je gagne énormément en facilité et en rapidité de mise en œuvre, ça va super vite de poser des portes, c'est plus léger aussi sur la toiture au passage, et il y a plusieurs avantages aussi, par exemple l'isolation phonique, l'isolation thermique, c'est bien meilleur que de la simple volige. Je gagne aussi en rigidité, parce que là je suis en train de contreventer le toit, donc sur une ossature bois c'est plutôt intelligent de faire ça. Et puis tout ça, ça me coûte rien du tout, parce que c'est de la porte qui partait à la poubelle, donc forcément c'est tout gratuit quoi. Puis après aussi d'un point de vue écologique c'est pas trop mal, parce que là c'est des trucs qui devaient partir à la poubelle et j'aurais dû acheter du bois pour faire ma volige. Et sauf que là non seulement j'évite de mettre quelque chose à la poubelle, et j'achète pas de bois, donc en fait c'est tout bénef. Bref, donc tout ça pour dire que je mets des portes. Oui, par contre il y a quelques points de vigilance auxquels faire attention, faire des joints de dilatation par exemple, parce que forcément il faut que ça bouge un peu. Puis après il y a aussi un gros point sur lequel je vais être très vigilant, c'est être sûr qu'il n'y ait aucune humidité, pas une seule infiltration d'eau, rien du tout. Donc là il y a une sous-toiture qui sera bien posée correctement, et puis par dessus il y aura des tuiles, enfin contre lito et tuiles. Voilà. Donc en fait normalement il n'y a pas de risque qu'il y ait un problème, mais voilà. Donc c'est marrant parce que je suis le premier à me battre contre les malfaçons dans le bâtiment, j'essaye d'expliquer des trucs pour que tout le monde comprenne bien les choses. Et en fait je suis le premier aussi à tenter des trucs un peu bizarres. Mais aussi j'aime bien pas faire les choses comme tout le monde, donc voilà. Mais on verra si dans 50 ans c'est encore là, hein. Mais je me fais pas trop de soucis en fait. Oui, il y a une dernière chose dont je vais pas parler, parce que la porte, c'est vrai que c'est quand même moins solide si on appuie, enfin si on donne un grand coup de poing dedans, on peut passer à travers. Mais en fait, il y a une chose, c'est que le toit, il va être réparti, une fois qu'il y aura les contre-lithos et lithos, le poids des tuiles et de ce qu'il y aura au-dessus sera réparti sur la totalité de la surface, et pas que sur un point bien concentré. Et donc c'est là où ça fait toute la différence, parce que par exemple pour fabriquer une porte, en fait c'est des assemblages qui sont faits à la colle. En fait on colle une fibre dessous et une fibre dessus et un cadre tout autour, enfin voilà. Et en gros pour coller tout ça là, ça passe dans une presse, et c'est pressé à plusieurs tonnes de pression sur la porte. Donc en fait sur une porte comme ça on peut vraiment mettre plusieurs tonnes, à condition que la charge soit répartie sur l'intégralité de la porte. Et donc c'est exactement ce qui va se passer quand j'aurai mes contre-lithos lithos. Et les tuiles, elles vont être réparties sur l'ensemble de la toiture. Donc, normalement il n'y a aucun problème. Et puis même là, si je marche au milieu d'une porte, là entre deux chevrons, je passe pas à travers, hein. C'est quand même super solide. Donc en fait ça craint absolument rien d'un point de vue structurel ou solidité ou tout ça quoi. C'est même, je pense, un peu meilleur. Bref, je vais te laisser me dire ce que tu penses de cette idée farfelue en commentaire. J'ai hâte de voir toutes les réponses, là ça peut être très intéressant. Mais ouais, moi je me fais vraiment pas de soucis pour la suite, et je pense que dans 50 ans ce sera encore là. Donc on en reparlera dans 50 ans.
Bon, hier j'ai fait une bonne partie du toit déjà, poser les portes là, donc ça a pas mal avancé. Il y a une bonne moitié de faite. Donc ça c'est cool. Là ce matin je vais faire quelques bricoles là pour commencer. Déjà je vais élaguer ce sapin là, il y a deux trois branches qui me gênent, qui dépassent trop sur le toit. Donc déjà je vais m'embêter à passer dessous et puis en plus c'est pas très bon pour un toit, enfin bref. Donc je vais couper quelques branches. Je vais bien le garder un peu comme il est parce qu'il est joli, mais juste les branches qui sont trop près du toit je vais les enlever. Donc voilà, et après je vais commencer à dérouler le pare-pluie. Donc là, normalement je peux faire pratiquement jusqu'à là où je me suis arrêté, en 3 LED pare-pluie d'1,50 m. Et par-dessus je vais pouvoir directement clouer mes contre-lithos. Comme ça va tout y tenir ensemble. Pourquoi je fais ça maintenant? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va me permettre de stocker après des choses sur le pare-pluie, parce que là j'ai monté tous mes contre-lithos et mes lithos sur ce toit là, mais pour avancer plus loin, il faut que je les enlève. Donc ce que je vais faire, je vais poser mon pare-pluie, poser les contre-lithos et après je pourrais redéplacer tout ça en bas. Et pourquoi je les ai montés maintenant? Parce que c'est beaucoup plus simple de les monter quand j'ai encore accès au garage par en dessous, par ici là, plutôt que de les monter par un bord d'un toit où là c'est un peu plus compliqué. Donc je les ai tous montés en premier et là je vais poser mon pare-pluie, contre-litho et après je redécalerai tout ça. Et puis aussi ça me permet de protéger les portes. S'il pleut sur les portes maintenant, je pense que je suis bon pour recommencer. Parce que oui, les portes ça craint quand même beaucoup l'humidité. Enfin bref voilà. Bon allez, je vais m'attaquer à tout ça. Bon, la pose d'un pare-pluie, c'est vraiment pas compliqué. Ton seul ennemi, c'est le vent. Et aujourd'hui, j'en ai pas, donc c'est le bonheur à poser. Puis en fait, ouais, il y a vraiment rien de compliqué. Il y a juste deux trois choses auxquelles il faut faire attention. Bah, le lait, le premier lait, c'est celui d'en bas, parce que forcément, il faut que celui du dessus il recouvre un petit peu à chaque fois. En gros, ça sert à quoi un pare-pluie? C'est si il y a un jour il y a une tuile qui casse ou il y a une fuite sur la couverture en elle-même, eh ben, l'eau elle va tomber sur le pare-pluie et ça va pas faire des dégâts d'eau dans la pièce d'en dessous. En fait, ça va ruisseler jusqu'en bas du toit et ça va quand même s'évacuer. Et donc c'est l'intérêt d'un pare-pluie. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça que c'est obligatoire. Je crois que c'est obligatoire que depuis la RE 2020, donc pas si longtemps en fait. Et avant, on n'en mettait même pas. Par exemple, sur ma maison, il n'y en a pas. Enfin, c'est dingue. Je trouve ça assez dingue. Surtout sur un toit en tuile, encore un toit en bac acier ou ce genre de choses. Bah là, il y en a beaucoup moins besoin. Parce que tu as beaucoup moins de risques d'avoir de fuite dans le toit. Mais sur un toit en tuile, pour moi, c'est indispensable, quoi. Enfin bref, un dégât de grêle ou même, je sais pas, une tuile qui fend ou ça bouge un peu avec le temps. Si t'as pas de delta, enfin si t'as pas de delta, c'est une marque. Si t'as pas de film sous toiture, et ben derrière t'as infiltration d'eau sur ta volige et puis isolant, placo, etc. Et donc dégâts des eaux importants. Bref, tout ça pour dire que oui, pare-pluie pas très compliqué, recouvrement en fonction de ta pente, tu dois mettre entre 10 et 20 cm de recouvrement. Bon, moi j'ai mis 20 cm parce que j'ai pas une grosse pente. Voilà, puis après, faut scotcher les laits entre eux sur la toiture. Donc moi j'ai l'avantage que j'ai déjà un scotch intégré dessus. Donc en fait j'ai juste à enlever le plastique et ça vient se scotcher directement par-dessus. Donc ça c'est pratique, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec un rouleau de scotch qui coûte en général super cher. Ah si, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'un pare-pluie, ça peut rester 2-3 mois dehors. Mais en fait, au bout de 2-3 mois, et ben avec les UV, il va perdre son étanchéité, il va même se disloquer si on laisse vraiment trop longtemps. Donc en fait, ils sont garantis pour, je sais pas, ça dépend des marques, mais entre 2 et 3 mois dehors, comme ça, sans couverture par-dessus. Et par contre, si on veut laisser plus longtemps un pare-pluie parce qu'on n'a pas le budget pour les tuiles ou je sais pas, et on peut en prendre un mais qui est résistant aux UV. Et donc c'est en général des pare-pluis qu'on met derrière un bardage en claire-voie. Donc les bardages en claire-voie, c'est des bardages qui sont pas continus et en gros il y a une lame il y a un espace entre chaque lame en fait. Et donc derrière ces bardages, on met des pare-pluis résistants aux UV. Donc si tu veux faire pareil pour ton toit, c'est possible. Si t'as pas le budget, tu peux laisser 2, 3, 4, 5 mois ton pare-pluie dehors, comme ça. De toute façon, une fois que le pare-pluie est posé, la maison elle est hors d'eau. Donc, elle est hors d'eau, oui. Elle est étanche sur le dessus du toit.
Et donc pour le peser, bah, tu le déroules petit à petit et puis tu agrafes que les 2-3 premiers centimètres d'en haut. En fait, ça va éviter que le pare-pluie descende, donc tu le déroules petit à petit et tu agrafes petit à petit les 2-3 premiers centimètres d'en haut. Et de toute façon, ça c'est pas grave s'il y a des trous là-dedans, parce que dans tous les cas, il sera recouvert par le lait suivant. Donc en fait, c'est pas trop gênant. Mais voilà, faut l'agrafer avec une agrafeuse à taper, ça va super bien. Donc je disais qu'on peut laisser le pare-pluie comme ça 2 mois, enfin il est garanti 2 ou 3 mois comme ça aux UV, mais en fait faut pas le laisser comme ça là parce que sinon il va s'envoler avec le vent. En fait ce qui le fixe le pare-pluie, c'est les contre-lithos qui vont par-dessus. Donc les contre-lithos ça va être en gros des petits tasseaux de bois qu'on va fixer sur les chevrons, enfin alignés aux chevrons d'en dessous et qui vont se visser sur les chevrons quoi. Et donc c'est ça qui va tenir le pare-pluie bien en place et qui va éviter que ça s'envole avec le vent par exemple. Bon allez, samedi matin, donc là il est 8h30, j'attaque un peu tard aujourd'hui parce que j'ai fait déjà pas mal de bricoles pas à la maison. Donc là je viens d'arriver et aujourd'hui l'objectif, finir le tour. Faut que tout soit hors d'eau ce soir, absolument. Donc là on est samedi, donc je travaille pas en plus. Donc ça c'est cool, j'ai toute la journée, donc finir le toit. Et après j'ai plein de bricoles à faire. Faut que je mette toutes les entretoises là, comme celle qui est ici. Pour pouvoir contreventer après que ça tombe correctement. Faut que je fixe aussi définitivement mes lisses basses au sol parce qu'il n'y a toujours pas mes goujons d'ancrage, donc il faut que je m'en occupe aussi aujourd'hui. Enfin, voilà, et après il y a plein de bricoles. Faut que je commence à réfléchir pour les legs parce que j'en avais déjà parlé sur Instagram, mais en gros je vais passer une partie de l'électricité derrière mon contreventement. Donc toute la partie de ce côté-là, ce sera plus un espace un peu détente avec peut-être un billard, un jeu de fléchettes ou un truc un peu sympa quoi. Et donc pour ça je vais faire un truc bien propre, avec quelques éclairages au plafond, enfin voilà. Et la partie garage où il y aura la voiture en elle-même, là je m'en fiche un peu, ce sera évolutif, donc il y en aura une partie qui sera, l'électricité sera pas planquée derrière les doublages, etc. Ce matin, tout de suite, là, je vais pas commencer par monter sur le toit parce qu'il y a encore un peu de rosée et donc j'ai pas envie de prendre de risques pour rien. Donc je vais commencer par faire des bricoles. Déjà, je pense que je vais mettre tous mes goujons d'ancrage sur les lisses basses et après je vais regarder pour les entretoises. Allez, c'est parti, on fait tout ça. Bon, pour les fixations des murs, goujons d'ancrage, diamètre, ça dépend de la force à l'arrachement. Moi, j'ai pris du M12. M12, c'est le diamètre de la tige filetée, hein, pas le diamètre de l'écrou. En M12, on a un écrou de 19, enfin une clé de 19 pour serrer. Donc M12, c'est bien le diamètre de la tige filetée. Et la longueur, ça dépend de ce que tu as à fixer. Moi j'ai deux lisses basses de 45 mm chacune, donc 90 mm au total. Et donc tu prends en fonction, moi je crois que c'est du 180 de long. Ouais, ça doit être ça à peu près. Donc voilà, ça c'est pas compliqué. Et oui, donc goujon d'ancrage, comment ça marche? C'est pas compliqué, ça va se rentrer dans le sol. Et cette bague là, elle va s'écarter dans le béton, donc en fait ça va s'expanser dans le béton. Et donc après c'est inarrachable dans l'autre sens quoi. Et plus on tire dessus, plus ça serre dans le béton, plus c'est dur à arracher. Donc en fait, une fois que c'est mis, c'est inenlevable. Bon, pour la fixation de mes goujons d'ancrage là, donc j'ai commencé par pré-percer le bois avec une mèche de 13 mm. Et ensuite j'ai percé avec un forêt de 12 mm, un forêt à béton. Et ensuite j'ai enfilé mes goujons d'ancrage à la masse, donc ça fait un peu bourrin, mais c'est quand même la manière la plus rapide de le faire. Et ensuite serrage. Normalement le serrage ça se fait avec une clé dynamométrique pour serrer un couple précis. Moi j'ai réglé la clé dynamo dans le bras, ça va bien. Non, c'est une blague. Non, j'ai fait ça à l'expérience et je pense que je me trompe pas trop sur le serrage, donc je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que tu connais la différence entre une mèche et un forêt? Donc en fait, une mèche, ça va être utilisé pour le bois, enfin pour tous les matériaux tendres, et un forêt, ça va être pour les métaux plus durs, enfin pour les matériaux plus durs, donc les métaux ou le béton. On dit un forêt à béton, par exemple, un forêt à métaux et une mèche à bois, mais on dit pas une mèche à métaux, ça n'existe pas. Enfin bref, voilà, c'est le petit fun fact. Bon, Cordex, ça c'est vraiment super pratique, presque indispensable, enfin en fait indispensable sur un chantier comme ça de toiture. Donc en fait c'est tout simple, hein, c'est une corde, plein de poudre et en gros on vient l'accrocher à deux endroits et on la fait claquer et ça met la poudre sur le support et donc ça nous trace des traits droits, visibles, etc. Donc pas besoin de laser, machin, tu fais deux traits à un endroit, puis bam tu claques ton bleu et après t'as ton tracé. Donc il y en a en bleu, en rouge
En rouge, il part pas à l'eau, donc en gros, quand tu vas le tracer à un endroit, sur un mur, etc., même s'il pleut dessus, eh ben, il part pas. Donc c'est un avantage, un inconvénient. Si t'as besoin qu'il disparaisse avec le temps, vaut mieux prendre un bleu. Si t'as besoin si tu travailles sur un toit et qu'il y a de la pluie entre 2 jours et que t'as pas envie que ton trail s'efface, bah, tu prends plutôt un rouge. Donc voilà, hein, c'est pas bien compliqué. Il y a de la poudre, une petite cavité à un endroit. Et puis voilà, faut remplir de temps en temps. Le seul inconvénient du cordex, c'est qu'il faut être deux normalement pour s'en servir. Et quand tu es tout seul, bah, tu accroches un bout, tu l'emmènes à l'autre bout, tu tapes, et quand on a plusieurs à taper, comme sur un toit par exemple pour les contre-litaux, et ben tu fais des allers-retours toute la journée. Alors ça se fait bien quand même. Bon, je t'ai pas filmé la fin là, mais c'est toujours pareil. Quand je pose les portes, bah, je pose la porte, je la cloue, terminé, je passe à la suivante. Là, il me reste juste la dernière rangée à faire. Donc là, il faut que je déligne les portes sur la largeur. Et après, je remettrai un tasseau à l'intérieur pour rigidifier tout ça. Donc il me reste juste ça à faire. Et après, bah, finir le pare-pluie et les contre-litaux. Donc ouais, en vrai, ça va pas mal. Puis avec le cloueur, ça change la vie, quoi. Ça fait déjà quelques semaines que je l'ai. J'arrive plus à m'en passer. Dès que j'ai un truc à clouer, le marteau et les clous, c'est fini. Enfin bref, mais ça va super bien. Bah, par contre, ça coûte un peu cher quoi à l'achat. Mais en fait, je me dis que j'en aurai toujours besoin. Ça, c'est ma première maison, mais je pense qu'une fois que j'aurai fini celle-là, j'en attaquerai une autre. Alors un cloueur, bah, ça me servira toute ma vie. Donc j'ai investi là-dedans et puis je regrette pas du tout. Je suis super content, ça marche super bien. Enfin bref, bon allez, moi je continue tout ça et ce soir normalement c'est terminé. Bon allez, ça y est, l'auto est enfin tout terminé, donc je t'ai pas filmé la fin, de toute façon c'est toujours pareil, et en plus j'avais plus de batterie. Donc on déroule le pare-pluie, et puis après contre-litho. Il y a juste le dernier LED pare-pluie où je l'ai fait remonter comme ça contre le mur, comme ça bah, s'il pleut, c'est provisoire, hein. S'il pleut, bah, l'eau elle s'infiltre pas le long du toit là comme ça. Donc là ça devrait au moins limiter, on va dire, limiter les dégâts en dessous. Et après, bah, de toute façon, la prochaine étape, là, j'aurai mon isolation extérieure. Et par-dessus mon isolation extérieure, j'aurai un pare-pluie. Donc le pare-pluie viendra mourir après sur le toit, comme il est là, mais en fait, contre l'isolation. Enfin bref. Donc voilà. Et donc là, j'ai maintenant, à partir de maintenant, j'ai 3 mois pour recouvrir le toit avant que le pare-pluie s'abîme. Donc dans 3 mois, il faut que toutes les tuiles soient posées. Et pour faire ça, il faut que je fasse d'abord mon isolation extérieure de la maison et après je poserai les tuiles parce que j'ai pas envie de marcher sur les tuiles pour aller faire le pignon, enfin isoler le pignon et tout ça va être le bazar. Donc je vais laisser comme ça, isoler là-bas et ensuite je mettrai
litho et tuiles. Donc là, j'ai commencé à regarder. Mais voilà, il y a encore un peu de boulot. Mais bon, dans 3 mois, normalement, tout est terminé. De toute façon, j'aurai pas le choix. Bref, donc voilà, fin du toit et hors d'eau. Et ça fait super plaisir. Bon allez, là je suis en train d'isoler la partie contre le conteneur là, donc avec du polystyrène que je mets entre les montants d'ossature que j'avais déjà fixé quand j'ai fait toute la structure, enfin toute l'ossature bois. Donc voilà. Et donc le polystyrène, ça c'est un truc de récup, c'est pas un truc que j'ai acheté pour mettre ici. C'est à mon avis, enfin c'est un truc que j'ai démonté dans la maison. À mon avis, c'est l'ancien propriétaire qui avait dû faire l'isolation à 1€. Et puis ça avait été mal fait, pas un endroit où il fallait. Enfin bref, il y a plein de choses qui allaient pas. Et puis moi ça me gênait donc je l'avais enlevé, c'est un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant dans la maison. Démonter tout le polystyrène et j'ai démonté proprement pour garder les plaques parce que c'est débile de mettre ça à la déchetterie ou à la poubelle. Donc j'ai gardé toutes les plaques et bon il y en a quelques-unes qui sont fendues mais j'arrive à les remettre quand même à peu près propres. De toute façon c'est pour isoler un garage donc la plupart des garages sont pas isolés. Là moi ce sera le grand luxe quoi. Isolé avec 120 mm de polystyrène c'est le top. Donc voilà, toute la partie contre le conteneur, je vais faire comme ça. Ça devrait passer à peu près tout mon polystyrène que j'avais récupéré. Et le reste de la structure bois là-bas, je vais isoler avec de la laine de roche en 140 mm. Donc ouais, ça va faire beaucoup d'isolation pour un pauvre garage, mais bon, au moins je serai tranquille dedans. Ça sera bien confortable quand même quand je voudrais bricoler, etc. Ce sera bien. Ouais, parce que c'est pas que un garage pour garer une voiture, hein. Il y a plus de 60 mètres carrés au total. Donc il y aura sûrement un atelier, un petit coin, salle de jeu, etc. Enfin voilà. Donc voilà, donc là je vais finir ça là, donc je te montre pas comment faire, hein, ça n'a rien de compliqué. Tu glisses l'isolant, un coup de mousse polyuréthane là où il y a des gros trous, etc. où il faut boucher dans les ondulations du conteneur et puis ça se fait tout seul en fait. Il n'y a rien de compliqué. Et puis par-dessus après il y aura pare-pluie et bardage. Donc voilà. Bon allez je continue tout ça. Ah oui, et comment je le découpe parce qu'il y a quelques découpes à faire quand même. Donc comment je coupe ce polystyrène. Et ben je me suis fabriqué une petite machine. Pour couper le polystyrène. Donc c'est un fil chaud en fait, tout simplement, sur batterie. Et donc tout ça c'est du fait maison, hein. Que de la récup, ça m'a coûté 0. J'ai un interrupteur, j'allume le fil et après je coupe mon polystyrène. Ça va super bien, je vais te faire quelques petits plans de ça. Ça marche super bien, je suis super content. Et donc il y aura une vidéo YouTube sur toute la fabrication de tout ça là. Normalement je vais essayer de faire un petit truc sympa. Et oui, parce que si on peut pas faire ça n'importe comment, hein. Le fil par exemple c'est un fil un peu spécial, enfin voilà, il faut un peu comprendre ce qu'on fait quand même quand on fait ça. Et donc je pense que c'est un peu intéressant de faire une vidéo là-dessus, surtout que ça marche super bien. Donc puis ça peut marcher pour couper du polystyrène, mais des plaques de polyuréthane aussi, enfin pour plein de choses ça peut être super pratique. Donc voilà. Donc je ferai une petite vidéo YouTube là-dessus sur toute la fabrication. Enfin, elle est déjà tournée, mais voilà. Allez, moi je continue, je m'y remets, je te fais quelques petits plans et quelques petits plans sympas et voilà. Et oui, tout ça c'est mon polystyrène qui est un peu trop cassé pour que je le mette. Enfin, je sais pas, je vais faire quelques tailles dedans, on verra ce que ça fait. Bref, allez, c'est parti. Bon allez, c'est la fin de cette petite vidéo, donc je pensais en montrer beaucoup plus, enfin je pensais mettre le contreventement, l'électricité, tout ça dans cette vidéo, sauf qu'on doit déjà être pas loin d'une demi-heure de vidéo, et j'ai pas envie de faire des vidéos d'1 heure, donc voilà, ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. Bref, donc tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo, et donc au final, dans celle-ci, on a juste fini le toit. J'ai mis fini de poser les portes. D'ailleurs, à propos des portes, je veux bien ton avis en commentaire. Je sais que je me suis fait défoncer sur Instagram et TikTok quand j'ai expliqué ça, mais il n'y en a aucun qui a été capable de me donner une bonne raison pour laquelle c'est une mauvaise idée.
Donc si tu as un avis objectif, hein, pas voilà, et ben ça m'intéresse. D'ailleurs, si tu veux me défoncer aussi, tu peux t'amuser, hein, mais voilà, si tu as un avis objectif, ça m'intéresse. Donc voilà, donc j'ai fini de poser les portes, ensuite par pluie, j'ai contrelaté et j'ai aussi isolé avec du polystyrène toute la partie contre le conteneur, donc ici et toute la grande longueur là. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc sûrement que la prochaine vidéo, ce sera la fabrication de la petite machine qui servait à couper le polystyrène là, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Puis j'ai bien apprécié faire cette vidéo, fabriquer la machine et tout, et puis même elle m'a été très très utile. Donc voilà. Et d'ailleurs elle est rangée juste là-bas sur le tas de polystyrène qui me reste. Bref, donc voilà. Donc ouais, prochaine vidéo, tout ça. Et puis ouais, ça avance quoi. Et sinon, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, tout ça, ça fait vraiment toujours plaisir. Enfin, si t'es encore là en train de me regarder, c'est que à mon avis, tout ça c'est déjà fait. Mais voilà, tout ça, ça me soutient beaucoup et ça fait vraiment plaisir. Je réponds à tout le monde, je lis tout et c'est vrai que les commentaires YouTube, ça fait bien plaisir parce que c'est toujours des encouragements ou des conseils. Enfin, j'apprends beaucoup et c'est vrai que c'est vraiment cool. Bon allez, encore merci d'être resté jusque là et à la prochaine pour la fabrication de la petite machine qui coupe le polystyrène.